Bienvenue à l'Informel en confinement. Merci encore une fois d'être à l'écoute avec nous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver semaine après semaine. Encore une fois, beaucoup de sujets aujourd'hui. On va parler d'actualité nécessairement avec mon collègue Sylvain Caron et puis nos deux invités. On a Florence Pajot de la Fondation Santé Papineau. Aussi, on va parler sport avec notre gars des sports ici à la TVC, François Croteau, avec la réouverture des sports individuels et tout ça. Donc, Sylvain, à l'actualité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on garde? On va faire le bilan, comme d'habitude. On va parler aussi du port du masque qui a été encore évoqué par François Legault. On a également la réouverture des terrains de golf, tennis et compagnie. Et puis, on va également aussi parler des dates qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi la glissière de sécurité sur la 50. Excellent. Donc, le bilan, encore une fois, ça ressemble à quoi en Outaouais? Eh bien, ça semble très bien. On vient de passer le cap des 400 cas, mais il y en a encore beaucoup qui sont comme je dirais, en rémission ou rétablis. Mhm. Donc, il y en a 426 présentement, un cas depuis le début. Mhm. 258 sont rétablis, 157 donc actifs. On dénote 11 décès. Et puis, c'est sûr que c'est la ville de Gatineau qui est toujours la plus touchée. On parle de 373 cas. Ailleurs, il y a Cantley, 9 cas. L'Ange Gardien, 8, Val-des-Monts et Saint-André-Avelin, 7. Et ailleurs, c'est partout 5 ou moins. Donc, c'est quand même bien. On a quand même un beau topo. On a 11 personnes qui sont hospitalisées, dont un aux soins intensifs. Par rapport à hier, c'est un de plus. Et donc, on a quand même 72 employés du CISO qui sont atteints de la COVID-19 depuis le début. Et on a aussi une autre maison pour personnes âgées. Donc, on est rendu à 4 maisons pour personnes âgées qui sont quand même, ici en Outaouais, on peut parler qui sont beaucoup moins touchées que dans d'autres régions Mhm. comme à Montréal. C'est quand même un bon bilan. Ce qui démontre, en tout cas, moi, je suis content de voir ça dans le contexte parce que, tu sais, on a commencé à déconfiner ici et là. Puis, bon, regarde, les chiffres sont encore bons. Donc, je vois ça comme étant des bonnes nouvelles. Mais Oui, effectivement. c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit peut-être pas autant de monde porter le masque comme on voudrait. Oui, ben, c'est ce qu'on sent un peu partout. Je me suis promené en fin de semaine. Je suis allé à Gatineau, j'avais des emplettes à faire, et puis aussi à Buckingham. Donc, je me suis promené, puis j'ai commencé à noter c'est purement non scientifique, là, on s'entend, mais j'ai remarqué les gens qui portaient, la catégorie d'âge, et puis le nombre aussi de gens. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près une personne sur trois, une personne sur quatre, là, entre 25 à 40 Ouais. des gens Ah, je qui le dirais la portent. même chose aussi, là, ouais. C'est ce qu'on voit. Et puis, d'ailleurs, le premier ministre Legault en a parlé aussi dans la conférence Mhm. d'aujourd'hui, qu'il va falloir porter le masque plus que ça dans la société, surtout dans les transports en commun. On a qu'à penser justement au métro de Montréal, mais aussi les transports en commun ici en Outaouais, la STO. Ça va reprendre bientôt. On parlait du 1er juin pour la remise en place, si tu veux, du modèle un peu traditionnel de la STO. Donc, les autobus qui vont reprendre leur circuit, peut-être avec des heures révisées, on ne sait pas encore, mais là, il y a beaucoup de réouverture. Donc, là, les gens demandent d'avoir de la mobilité, donc d'avoir des transports en commun qui sont efficaces. Et donc, c'est sûr que la STO va prendre le soin de justement de remettre des autobus avec, bien sûr, des règles. Mais on demande justement, vu que c'est pas mal impossible de garder le 2 mètres dans un autobus, et puis c'est un endroit quand même assez clos. Et donc, Mhm. on va demander de porter le masque. Et puis, à ce que j'ai pu voir, c'est en termes de catégorie d'âge, c'est pas mal les personnes âgées qui le portent. Et puis, moi, quand je suis allé dans un magasin grande surface, j'ai entendu une phrase qui m'a complètement jeté à terre. C'était une dame qui était après moi. Bon, on parlait comme ça. Et puis, elle m'a dit, ben moi, un masque, j'en porterai pas. J'en porte un 8 heures par jour pour mon travail. C'est pas vrai que je vais aller magasiner avec un masque sur la face. J'ai été quand même assez sonné. Cette dame-là travaille dans un centre Domaine de hospitalier, santé, je ne ouais. sais pas, dans le domaine de la santé, je ne sais pas où, mais j'ai été surpris de voir justement à quel point le port du masque n'avait pas l'air à être très, 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 très populaire. Et Ouais. puis, le 2 mètres dans les magasins grande surface, en tout cas, dans celui où je suis allé, c'était pas respecté, là. J'essayais moi-même de me tenir à 2 mètres. Et puis,
c'était quand même impossible. Il y avait beaucoup de monde et puis surtout quand les magasins étaient fermés dimanche, donc les gens se sont rués un peu plus samedi. Mmh. Mais c'est sûr que les gens vont prendre ce qu'ils ont besoin. Il n'y a pas de flânage, donc on fait le tour, on prend ce qu'on a besoin et puis on s'en retourne chez nous. C'est quand même mais ici, j'ai été agréablement surpris à Buckingham. J'ai été faire l'épicerie, puis ça a été très, très bien. Les gens respectent le 2 mètres ici, mais c'est sûr que, bon, dans des villes plus populaires, c'est un petit peu plus difficile. Surtout la configuration des magasins est vraiment pas conçue pour ça. Mmh. C'est sûr que les allées sont moins larges et compagnie. Il va peut-être falloir réviser ça dans les prochaines années. Il y avait toute la question aussi d'accessibilité aux masques. Est-ce Mhm. qu'on est encore dans une situation de pénurie ou est-ce que c'est facile d'accès? Est-ce qu'on peut trouver Mmh. facilement? Ben, ça a l'air d'être très facile d'accès. Moi, en passant sur le boulevard Grébage, il y a un magasin de tissus et j'ai vu un nombre et nombre et nombre de personnes aller chercher du tissu pour se Oui, fabriquer c'est des très masques. populaire. Oui. Et puis, il y a des compagnies même qui en font ici, pas tellement loin. Il y a des compagnies qui se sont réinventées un peu. Notamment, je pense à une compagnie de fourniture de linge de sport. Ben là, il n'y a pas de sport vraiment. On parle de baseball, hockey et compagnie. Donc, eux se sont remis à faire des masques. Il y en a et en vendent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui en vendent. D'ailleurs, le premier ministre Legault en a un pratiquement différent à tous les jours qui vient de différentes compagnies ou de différentes personnes qui en font. Mais là, il faut avoir des masques quand même de qualité. Et puis, c'est pour ça quand on y va vers des compagnies qui sont habituées de faire du linge ordinaire ou des uniformes, eh bien là, eux autres ont quand même une expertise, là, peut-être un peu plus que quelqu'un qui va le faire à la maison. Donc, c'est toujours un poids dans la balance à décider d'avoir un masque quand même de qualité là, et puis d'investir dans ces masques de qualité-là. Je pense qu'on va y regagner au change parce qu'on n'est peut-être pas sorti du port du masque pendant un bon bout, en tout cas. Je pense quelques mois au moins. Là. C'est bon d'investir dans des masques qui vont être réutilisables et lavables. Tu faisais allusion à ça, les magasins sont pactés, là, entre autres parce qu'il y a juste le samedi qui sont ouverts. On parle de rouvrir le Mhm. dimanche, peut-être que ça va aider. Donc, il y a eu l'annonce là, que le dimanche, ça va revenir à la normale. Oui, on a annoncé cette semaine qu'il y avait, à partir du 24 mai, on va pouvoir réouvrir les magasins qui étaient fermés. Donc, on parle des épiceries, on parle d'autres commerces aussi qui sont ouverts actuellement, ceux qui sont ouverts. Mais bon, on sent que les gens sont un peu mitigés. Il y a certaines personnes qui disent oui, on devrait continuer à faire une fermeture le dimanche parce que ça donne du temps pour les gens à passer du temps en famille. D'autres qui disent oui, mais généralement, c'est les étudiants qui travaillent la fin de semaine, donc eux vont avoir moins d'heures. C'est encore quelque chose là, euh, qui cause un peu un genre de petite controverse aussi là, à travers la population, à ce que je peux voir un peu partout. Et puis, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, on va voir si les commerçants vont décider d'ouvrir, si ça va valoir la peine aussi d'ouvrir. Est-ce qu'on va être aussi capable justement d'alléger le samedi pour le mettre un peu le dimanche? On va voir à partir du 24 mai. Et j'imagine qu'il y a certains commerces qui vont dire non, nous, on va continuer ça pour soit le bien de nos employés ou parce que ça ne vaut pas la peine d'ouvrir. On va voir comment les commerçants vont se diriger là-dessus. Je pense bien qu'il y en a qui vont ouvrir. Là. On parle des épiceries aussi qui vont peut-être ouvrir là, le dimanche. J'ai bien l'impression. Parce que le samedi, c'est assez cacophonique à essayer d'aller se chercher de la nourriture. Malgré que c'est peut-être un peu moins cacophonique avec les semaines qui passent, les gens ont quand même euh, peut-être plus de temps. Bon, il y en a qui ne travaillent pas encore. Donc, il y a plus de temps. Donc, ils sont un petit peu plus habitués à aller chercher leur nourriture peut-être un mercredi que le vendredi ou le samedi. Je pense que ça paraissait le retour au travail qui est recommencé pour plusieurs parce que les files d'attente, puis d'envoyer passer sur Facebook, j'en ai vu moi aussi, j'ai tourné le bord. Là. Moi, j'ai Mhm. pas la patience de faire la ligne, mais de voir les lignes qu'il y avait dans certains magasins, là, c'est assez impressionnant. Mais là, une autre réouverture, puis on en a parlé à l'émission précédente, les terrains de golf et bon, sport individuel. Oui, bien, ça arrive, c'est demain.
On a les terrains de golf ici. J'ai vu, bon, Buckingham, il m'avait dit, aussitôt qu'on annonce une date, moi, je suis prêt. Mon terrain est prêt. On a Tursault qui va ouvrir, notamment aussi le terrain de tennis à Tursault qui va ouvrir aussi à partir de demain. On va pouvoir pratiquer ces sports-là. Ça va faire du bien. Mais c'est sûr qu'on reste encore sur notre appétit pour, exemple donné, le baseball ou le soccer. On n'a pas encore de date précise. Et puis, ça n'a pas l'air d'être une priorité absolue pour le gouvernement actuellement. Donc, on n'a pas vraiment d'horizon sur ce qui va être donné pour ces sports d'équipe-là. Il va aussi falloir voir, bien, c'est les 5 critères qu'on parlait. Hein. Donc, est-ce qu'on a besoin d'échanger d'équipement? Est-ce qu'on a besoin de se déplacer de région en région pour pratiquer le sport? Si on pense seulement au baseball avec les Mm. tournois et compagnie, on se déplace de région en région. Est-ce que le lieu de pratique, bon, c'est dehors, c'est en dedans? Euh, donc, ça va être un paquet de choses à déterminer. Puis, avec un certain adoucissement des règlements, ben, c'est là qu'on va pouvoir voir si on peut réouvrir ces sports-là à la pratique et aussi si il y a une saison à sauvegarder, tout dépendant de quand est-ce qu'on donne le hockey pour partir. Tu sais, si on donne ça au milieu juillet, ben, j'imagine mal une saison de baseball commencer en milieu juillet ou à août. Donc, c'est un peu passé. Donc, là, il faut vraiment aussi, on parle des camps de jour même aussi, là, Mhm. dans ces cas-là, si, ils vont pouvoir ouvrir. On attend pour ces sports-là. Mais bonne nouvelle quand même, les sports individuels vont pouvoir reprendre. On va en parler davantage avec François, Mhm. d'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission. J'étais soulagé de voir, puis je suis certain que bien des gens de la région étaient soulagés de voir que les travaux pour la fameuse glissière sur l'autoroute 50, ils vont le faire en date prévue, comme c'était prévu. Il n'y a pas eu Oui, de délai. Oui, effectivement, on a annoncé que les travaux commençaient aujourd'hui. Mais ça va être aujourd'hui, cette nuit, par contre. Ce soir et cette nuit, on parle pour la semaine du dimanche soir au vendredi matin de 22 heures à 5h30. Et pour la fin de semaine, du vendredi soir au dimanche matin, mais ça va se passer de 22h30 à 7h30. On extensionne un peu les travaux pour la fin de semaine parce que, bon, il y a peut-être un peu moins de trafic dans ce coin-là. Et puis, on va parler aussi d'un tronçon qui va s'établir à partir de la fin des quatre voies dans le coin du secteur du chemin Lépine à aller jusqu'à à Tursault, si je ne me trompe pas, là, jusqu'à l'Ange Gardien, pardon, pour au coin du chemin Doherty. Quand même une OK. section de quelques kilomètres. Et puis, on parle quand même d'un projet de 4,8 millions, qui est quand même pas à dénier non plus. Et puis, ça va permettre, eux, selon ce que le ministère des Transports pense, ben, ça va permettre de réduire l'occurrence des collisions frontales et aussi la gravité des accidents sur le tronçon. On le sait, on en a eu quelques-uns l'année passée. Ça a été assez spectaculaire aussi. Mm. Quand les voitures dévient d'un sens à l'autre, eh bien, ça rencontre et ça frappe assez fort. Il va y avoir des chemins de détour aussi à prévoir pour ceux qui vont passer dans le secteur pendant la nuit. Et donc, on a les routes 317, 148 et 315 qui vont être mis en place des détours. D'ailleurs, j'ai vu quelques cônes ici et là être en bordure de la route en attendant les débuts des travaux. Mais bon, ça va se faire sur cette semaine, mais ça ne devrait pas avoir trop d'impact parce qu'on les fait de nuit. Donc, à moins que vous passiez là la nuit, ça ne devrait pas trop vous déranger. Mais est-ce que tu sais si c'est une fermeture complète ou C'est pas annoncé, mais je pense que oui, parce que bon, il va y ce avoir serait un besoin détour des par deux la côtés. 148 dans ce cas-là? C'est ça, Ben, c'est ce détour que par la j'imaginais. 148. Effectivement. Donc, on va fermer de. Je vais aller vérifier à l'instant, mais on pense, oui, qu'ils vont fermer sur la totalité parce que, bon, ils ont besoin des deux bords de la route pour effectuer les travaux. Il y a quand même, il va falloir percer aussi Mhm. dans la surface pour être capable de planter les poteaux. Donc, il va y avoir, oui, aussi des travaux là. Et puis, ça devrait être fermé, disons, si on fait des détours par la 317 à 315 et aussi la 148. Ben, c'est peut-être une bonne idée aussi de prendre la 148 déjà au départ. Mhm. Ça va éliminer les potentiels détours aussi là, et puis les potentiels engorgements, mais je ne pense pas qu'à Engorgement. cette heure-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a opté pour la nuit.
Je ne sais pas si c'était comme moi, mais avec tout ce qui se passe, j'ai tendance à plus vraiment penser à mes impôts qui ont été repoussés. La Mhm. date limite avait été repoussée là, au mois de juin, puis là, je réalise, bon, on est à la fin mai, donc ça s'en Il vient. reste 2 semaines, oui, effectivement, c'est le 1er juin. On a repoussé d'ailleurs aussi le paiement, la date de paiement pour au 31 juillet. Et OK. donc, on va donner un peu plus de temps aux gens pour s'ils ont des dus aux impôts, donc de repousser ça. Et puis, c'est ça qu'il faut les faire. Et puis, si on ne les fait pas, ben, on va se retrouver peut-être en défaut et on peut avoir des pénalités. C'est sûr que si on ne doit rien, si le gouvernement nous doit quelque chose, ben, c'est un petit peu plus, mais il faut les faire avant le 1er juin. D'ailleurs, c'est ça, il faut y penser parce qu'on a complètement oublié ça avec le coronavirus. Mm. On le voit. Les gens aussi, je n'ai pas les statistiques à date pour ceux qui ont donné leurs impôts déjà d'un rapport, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu en retard là-dessus. Et le 1er juin, ça arrive vite. Là, au début, il y avait bon, Québec et puis le Mhm. fédéral et le provincial n'avaient pas les mêmes dates, mais là, Ouais. les Québec, deux, c'est c'est la arrivé, même date, là. oui, c'est arrivé assez rapidement. Québec avait lancé une date provisoire parce que le Canada ne le savait pas, n'avait pas annoncé leur date à eux. Et quand ils ont vu que la date du Québec et du Canada, le Québec est un petit peu en avance dans sa date, donc ils ont repoussé quand même là, pour tout donner là, le même temps et aussi pour acclimater aussi les gens là, dans leur processus de remboursement à l'impôt. Mhm. Parce que là, si on commence à mettre 2, 3 dates, là, les gens vont être tous confus. Et puis d'ailleurs, même, il y a certaines personnes qui ont été confus. Moi-même, j'ai été confus aussi au départ quand j'ai réalisé que, oh, c'est vrai, c'est dans 2 semaines, il ne faut pas oublier. C'est une annonce sur Facebook d'un fabricant de logiciels qui m'a mis la puce à l'oreille parce que, mon Dieu, c'est vrai, faut les faire, nos impôts. Et donc, Ouais, disons qu'on va se taper ça en fin de semaine. on n'y échappera pas. Mais merci Sylvain. Donc, j'en parlais en début d'émission, on a notre première invitée qui va être Florence Pajot, qui est directrice générale de la Fondation Santé Papineau, pour parler un peu des activités, comment ça se passe aux autres leurs activités là, dans ce temps de confinement. Florence, bienvenue à l'émission. Merci de nous accorder du temps un peu aujourd'hui. Merci à vous. C'est bon, c'est une situation particulière pour tout le monde. C'est la même chose pour la Fondation. Évidemment, vous faites preuve de créativité et tout ça dans vos activités, j'en suis certain. J'ai vu que malgré tout, par exemple, vous êtes très actif. Là, votre Facebook déborde de bonnes nouvelles, Ouais. dont en fin de semaine, il y a eu une collecte, ça s'est bien passé. Oui, dans le fond, les métros ont décidé de faire des collectes de bouteilles recyclées. Puis, au niveau local, Métro nous a choisi, nous, comme cause à soutenir. Donc oui, ça s'est bien passé. On a été là toute la journée, puis on va être là aussi les 2 prochains samedis, le 23 puis le 30, de 9 heures à 3 heures. Ça a été une belle expérience. Il faisait beau, on a eu de la chance. Mais oui, c'est une façon de se réinventer aussi, là, de faire ça. Puis vous avez atteint votre objectif, je pense, aussi dans la collecte, ou du moins, vous êtes content des résultats plutôt? Oui, on est content des résultats. On n'a pas vraiment fixé d'objectif parce que ça s'est un petit peu décidé, je vous dirais, en dernière minute. Là, en ce moment, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a fait proche de 650 $. Donc, en canette, c'est quand même pas mal. Puis, on espère faire un peu plus les prochaines semaines. Et puis, parlant d'objectifs, ben là, vous avez dû annuler votre tournoi de golf pour cette année, ou du moins le reporter à l'année prochaine. Donc, c'était des revenus qui étaient quand même anticipés assez gros. 30e édition du tournoi de golf, c'est gros. On a fait même un reportage là-dessus. Quand vous avez vu la situation se passer, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête en dire, oh non, on n'est pas là, là du tout? Ben il y a toujours eu un sentiment où on s'est dit, on attend, ça va changer, l'inconnu, on savait pas trop où aller. Puis à un moment donné, on voyait que la situation se dégradait, puis on a vu qu'on pouvait plus faire de rassemblement. Donc c'est certain qu'on a dû l'annuler. On a quand même eu la chance, comme les Caisses des Jardins de la Petite Nation puis Cœur des Vallées nous laissent, dans le fond, la totalité de leur commandite. Donc, on parle de 10 000 $ chacun. Donc, on a quand même pu garder ça. On a aussi Airco Mondial qui nous a laissé sa commandite. On a plusieurs entreprises comme ça qui avaient déjà prévu de commanditer, qui ont juste, dans le fond, changé leur commandite en don. Donc, c'est certain qu'on perd ceux qu'on aurait dû avoir par la suite.
mais tous ceux qui s'étaient déjà engagés sont restés engagés auprès de la Fondation. Puis c'est certain qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour justement récupérer ce qui était prévu avec cet événement-là, qui aurait dû être un gros événement. Est-ce que vous avez déjà des scénarios sur la table, des choses que vous espérez développer au cours de l'année là, pour compenser pour ça? Ben, on essaie de... Ben, là, on va à une sollicitation postale qui va partir dans quelques jours. Dans le fond, ça, c'est une lettre qu'on envoie à tous nos donateurs en expliquant un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette année, puis les objectifs qu'on a, parce qu'on a quand même le bloc opératoire, là, le 300 000 pour le bloc opératoire. Ça s'équivaut sur plusieurs années, mais cette année, il y a quand même besoin d'un 70 000 pour l'achat justement du plateau d'arthroscopie puis d'autres petits matériaux. Donc, c'est certain qu'il y a cette sollicitation postale-là qui va partir. Le fait de faire aussi via Facebook, on a quand même reçu beaucoup de dons avec la campagne de Soutenons nos soignants, puisque dans le fond, ça en fait partie aussi, le bloc opératoire. Hein, ça continue là-dessus. Puis, on regarde un petit peu peut-être par la suite pour faire des activités virtuelles, entre guillemets. Il y a quelques fondations qui ont commencé à en faire, donc on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps, de ressources humaines, de moyens aussi, le fait qu'il faut se réinventer, qu'on n'ait plus accès à nos bureaux, qu'on n'ait plus accès à tout ça. Donc, c'est ça, possiblement des événements virtuels, oui. Il y a la boutique aussi à l'hôpital qui nécessairement est une source de revenus. Est-ce que ça faisait une grosse partie de vos revenus, ça? Puis de le perdre, c'est quoi l'impact de ça? La boutique, c'est un quart des revenus de la fondation. Présentement, elle est réouverte uniquement en fait avec une porte et un plexiglas où on offre du café gratuit aux employés. Okay. Ça, on a reçu des boîtes de café là, par métro, puis on a d'autres entreprises qui vont dans le fond nous soutenir par la suite. Là. Mais c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas le choix de le laisser fermer. Vous avez eu une bonne nouvelle quand même. Vous avez donné une quinzaine de tablettes pour que les gens puissent communiquer avec ceux qui sont hospitalisés avec leur famille, parce qu'on le sait, souvent, les gens demandent à avoir au moins un contact avec leur famille. Puis là, comment ça s'est organisé, cette histoire-là? Dans le fond, on est beaucoup en contact avec les employés, avec les coordonnateurs hôpital, CHSLD, unité de soins de longue durée. Puis, on leur a demandé de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce qui pourrait faire des gros changements. Et la plupart nous ont dit, ben, c'est certain que pour nos résidents, c'est difficile de ne pas voir leur famille, c'est difficile de rester dans la chambre, c'était vraiment difficile. Donc là, on a réfléchi, puis on s'est dit, ben, peut-être l'achat de tablettes. Puis là, c'est ça, on a pu acquérir dans le fond 15 tablettes avec un don de 3 000 du député Mathieu Lacombe. Puis il y a comme une partie qui venait des caisses de la Fondation. Puis dans le fond, c'est ça. Ça a été dispatché sur le CHSLD de la Petite-Nation, CHSLD Vallée de la Lièvre, puis aussi à l'hôpital en unité de soins de longue durée puis courte durée, là, pour pouvoir que tout le monde puisse communiquer avec l'extérieur. Et donc, les gens se les échangent. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir quand même une certaine... faut les désinfecter à chaque fois et puis ça. Donc, il doit y avoir une certaine logistique aussi à avoir avec ça. Donc, ça se passe comment? Après, une semaine, quelque peu de cette mise en place-là. Ça se passe comment? Les résidents, comment ils trouvent ça? Bien, en fait, nous, on est venu compléter une offre que le CIS avait déjà commencé à offrir. Ils ont reçu, si je ne me trompe pas, c'est 75 tablettes pour l'Outaouais au complet. Mais on s'entend que sur l'Outaouais au complet, 75 tablettes, ce n'est pas assez. Donc, dans le fond, nous, on est venu donner un petit boost à ce nombre-là pour justement qu'il y en ait plus de disponibles et qu'il y ait moins d'échanges de tablettes. Puis surtout, grâce à la Fondation, ça a fait qu'elles sont restées destinées à chaque établissement. Parce qu'avec le peu qu'ils avaient au départ, ils étaient obligés d'échanger justement d'établissement. Que là, dans le fond, nous, on est venu en donner pour chaque établissement. Donc, du coup, il n'y a pas d'échange entre les établissements. Au niveau de la désinfection, bien, c'est certain qu'on est allé avec des protèges en plastique qui se désinfectent vraiment très bien. Ça, c'était une des conditions là, quand on a acheté, que ça devait être quelque chose qui se nettoie facilement. Là. Quand vous faites toutes vos activités différentes, les collègues que vous faites, vous êtes encore. Votre équipe, c'est quoi les mesures que vous mettez en place pour rassurer les gens là, qui veulent aller vous voir quand il s'agit de faire des dons et tout ça? Donc, j'imagine que vous avez des mesures que vous prenez là, pour suivre
toutes les normes de sécurité là, sanitaires présentement? Mhm. Ben, certain que présentement, au niveau vu qu'on n'a plus de bureau physique à l'hôpital, on reçoit la plupart de nos dons par la poste, donc par chèque, puis on va les recevoir le plus, je vous dirais 90% c'est en ligne. Donc, c'est sûr que pour ça, il n'y a pas vraiment de problème. Puis, quand on a fait notre activité, par exemple, comme le café qu'on distribue, c'est vraiment une porte en plexiglas. C'est hyper sécuritaire. Nos bénévoles portent des gants, donc ils ne touchent pas aux choses comme ça. On se lave les mains. On a du Purel. Puis, dans l'activité pour le recyclage des canettes, bien, ça, c'est pareil. On a des gants, on a des masques, on respecte la distanciation. On fait vraiment tout pour que ça fonctionne. Puis, on a distribué aussi des repas. Puis, c'est la même chose. On avait tous des gants, on avait tous des masques. Puis, on était tous à une distance de 2 mètres, justement, pour pouvoir répondre à toutes les sécurités. Parlant justement de la cueillette de canettes, vous cherchiez des bénévoles aussi. Ça a été quoi la réponse des gens? Est-ce que les gens sont vraiment donné leur temps facilement ou vous avez quand même eu des problèmes de recrutement? Comment ça s'est passé? On a réussi à être 10 bénévoles. C'était l'objectif qu'on voulait. Donc, ça a bien répondu. C'est sûr qu'on a eu des bénévoles qui étaient déjà des bénévoles de la Fondation. Puis, on en a d'autres qui se sont joints à nous. Mais non, on a réussi à avoir notre objectif de 10 bénévoles qu'on cherchait. Comment c'est l'ambiance dans l'équipe depuis le début de la crise? Là? J'imagine sur le coup, ça doit être un peu un choc. Puis après ça, vous êtes retroussé les manches parce que tu m'as l'air positive, souriante, prête à affronter la situation. Puis là, vous êtes super actif et tout ça. Comment c'est dans votre équipe? Là? Pour être tout à fait honnête, la première semaine, ça a été beaucoup de panique. Ça a été, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'enligne? Comment on vit tout ça? Il a fallu mettre en place le télétravail, donc s'assurer que tout le monde ait son ordinateur, ait son accès à Internet, s'assurer qu'on puisse avoir accès à tous les logiciels qu'on a besoin pour gérer la fondation. Ça a pris quelques temps. C'est sûr qu'au début, c'était vraiment de l'inconnu, là. Comment on gère tout ça? Habituellement, on se voit tous les jours, on fait des meetings 3 fois semaine où on fait des points sur l'avancée de nos projets. Là, il a fallu tout réinventer, donc c'est-à-dire d'utiliser nos téléphones, nos tablettes, tout ce qu'on avait. Puis, ça a été quelques jours, puis après, je me suis dit, il n'y a aucune raison que ce virus nous permette pas d'avancer, là. Donc, non, on s'est juste retroussé les manches, on a continué on s'est créé un groupe de travail sur Facebook, puis on a essayé d'en faire le plus possible. Puis, c'est ça, l'objectif, dans le fond, c'est de rester positif et de ne pas baisser les bras, là. On va y arriver. Et justement, à la lumière de ce que vous avez comme expérience présentement, est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez qui va rester dans les nouvelles mesures que vous avez mises en place? On parlait, bon, le don en ligne qui fonctionne très bien, d'autres choses. Donc, qu'est-ce qui va rester de cette crise-là? Ben, j'espère que le don en ligne, c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment important. Puis, c'est pratique. Puis, au niveau financier aussi, ou pour la fondation, au niveau administratif, c'est moins de coûts. Parce que dans le fond, tout se fait vraiment au niveau informatique. Même au niveau des reçus, les gens reçoivent leurs reçus pour les impôts automatiquement. Donc là, il n'y a plus besoin d'aller imprimer le reçu, de l'envoyer, de faire des frais de poste, ces choses-là. Donc ça, c'est certain que si ça pouvait continuer comme ça, ce serait vraiment très bon. Euh, Après ça, le fait qu'on soit beaucoup plus actif aussi sur Facebook, c'est vrai que on est obligé, dans le fond, de se rendre plus actif pour que les gens continuent de voir qu'on existe puis qu'on est toujours là, puisqu'il n'y a pas de raison, je veux dire, la santé ne prend pas de pause, là, puis encore moins en ce moment, on le voit. Là. Donc, ça nous a vraiment, je veux dire, donné aussi un petit coup de boost là-dessus, là, d'être encore plus présent puis de montrer aux gens que oui, ben, on réalise des choses puis on le fait. Là. Et prochainement, qu'est-ce qui s'en vient, là? On a vu le don de tablette. Est-ce qu'il y a d'autres choses du même type qui s'en viennent présentement? Oui, là, on travaille sur le projet des uniformes pour l'hôpital l'hôpital de Papineau. On aimerait ça l'étendre à tous nos établissements, mais c'est certain que c'est un coût. C'est un coût énorme. Donc là, on est en recherche justement d'entreprises qui pourraient probablement nous aider à réaliser le projet. Puis
à voir aussi pour continuer sur la distribution de repas pour les employés. On l'a fait au CHSLD à Saint-André-Avelin avec le bistrot Le Trotteur. Là, on a fait de la livraison de pizza. Puis on l'a fait aussi à Papineau avec les grillades Torino puis les promenades. Là, on a offert des repas chauds. Dans le fond, c'est pour donner un congé de souper, tout simplement, là, pour qu'après une grosse journée de travail, tu repars avec ton repas chaud. Ça fait vraiment du bien. Là, ça a été vraiment apprécié. Puis ça, on aimerait en faire pour les autres installations, les CLSC puis les autres employés qui n'ont pas eu encore l'occasion d'y avoir le droit. Donc là, on travaille avec d'autres entreprises, dans le fond, pour continuer ces gestes de gratitude. Puis c'est ça. Mais l'un des plus gros projets, c'est avec les uniformes. Est-ce que vous êtes surprise de voir, excuse-moi Sylvain, est-ce que vous êtes surpris au sein de l'équipe de voir comment la communauté d'affaires vous a aidé parce qu'ils sont présents à plein de vos projets comme ça? Puis dans une crise économique en même temps, tu sais. C'est ça. Bien, c'est sûr qu'on est hyper chanceux à la Fondation. On a vraiment des entreprises qui nous soutiennent puis qui continuent de nous soutenir malgré la situation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable. Puis, au début, on a eu un petit peu peur aussi. On s'est dit, est-ce qu'à cause de ça, ben, le fait que la baisse des revenus des entreprises, ces choses-là, on aurait pu, je veux dire, l'exemple de Desjardins, ils auraient pu dire, ben oui, habituellement, on a de la publicité en échange, on a quelque chose. Que là, finalement, personne ne s'est posé la question. Quand on les a appelés pour leur demander, comme Métro, quand on les a appelés pour leur parler de nos projets, ils ont dit, ben, je veux vraiment vous aider, puis je veux vraiment faire quelque chose pour continuer de vous soutenir. Donc ça, on est vraiment contents, on est vraiment choyés. Vous n'avez pas eu trop de misère à les convaincre d'ailleurs aussi? On parle des restaurants, il y a quand même beaucoup de repas qui ont été donnés. Les restaurants ont embarqué, même justement, eux ont de la difficulté présentement pour certains. Ben, l'exemple des promenades, dans le fond, c'est eux qui ont décidé de soutenir tous les hôpitaux. Donc, ils ont fait Gatineau, Hall, puis Papineau après. Puis, en ce qui concerne le bistrot à Saint-André-Avelin, c'est vraiment un restaurant qui nous soutient depuis de nombreuses années. Patrick, c'est un chef qui fait notre souper gastronomique. Il l'a fait pendant 5 ans. Puis lui, c'est vraiment la santé, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. La fondation, ça lui a toujours tenu à cœur. Puis c'est vraiment, quand on l'a approché, il a dit oui, ça n'a pas été difficile de le convaincre. C'est vraiment là que les contacts entrent en ligne de compte, là, parce que là, on a des gens, on se rend compte que là, vous avez des amis à la Fondation, puis ils vous aiment autrement que juste quand il y a possibilité d'avoir du retour. Là. Oui, c'est vraiment des alliés, là, des alliés de force. Là. C'est là que la relation qu'on a avec eux est vraiment très, très importante. Mais Florence, je te dis un gros merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Puis bravo pour votre bon travail. Je souhaite une bonne continuité là, dans cette histoire pas évidente là, pour le reste de l'année. Puis beaucoup de succès, on va suivre ça. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié de nous avoir parlé. Puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées de fou, là, contactez la Fondation. On va toujours les réaliser. C'est un plaisir. Donc, Sylvain, maintenant qu'on a parlé à Florence, on va parler sport, le retour du sport avec notre gars des sports, François Croteau. Oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à la TVC. Bien sûr, les sports étaient un peu sur le carreau. Ils vont l'être encore pour certains pour l'été. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Les terrains de golf rouvrent. On va savoir, lui qui est privilégié. Donc, on va savoir comment ça se passe pour l'ouverture demain. François Croteau, qui est de retour avec nous autres, notre gars des sports à Infomag. François, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas la chance de se parler. Là. Comment ça se passe pour toi de rester chez vous en confinement? Oui, ben, disons qu'avec l'arrivée des beaux jours, là, on avait un peu des fourmis un peu partout là, sur la case. Bien content de voir qu'au moins le golf redémarre, les sports individuels aussi. Ça fait du bien. Je suis même allé là, sur le terrain de golf, pas pour jouer, mais justement pour donner un coup de main là, pour le préparer. Alors, ouais, demain matin, 8 h, moi, je joue au golf à Tursault. Ta première partie? C'est une semaine magnifique. Alors, ça va être merveilleux. Ça va être ta première partie? Oui, ça va être la première partie. Good. Justement, au niveau des réservations, est-ce que c'est plein demain à travers le terrain de golf? Est-ce que tu as pu voir là, un peu partout?
Oui, je sais qu'à Tursault, c'est plein. J'ai entendu dire aussi également que du côté de Buckingham, c'est plein. À Gatineau, c'est plein. Effectivement, ben écoute, il faut comprendre que tu as quand même beaucoup de gens qui ne travaillent pas encore. Donc, le seul sport à faire dans le moment, ben, c'est le golf. Et ben, tu avais peut-être des golfeurs qui étaient moins réguliers, puis ils se disent, ben, regarde, on va y aller. Moi, je sais qu'à Tursault, il y a quasiment plus de place là, jusqu'à lundi prochain, au niveau là, des temps de départ. Wow, quand même, c'est un bon début de saison. Puis Excellent. Ouais. comment tu penses que ça va aller avec les limitations là, qu'on a? Là? Bon, il y a tant, tu sais, c'est une personne par carte, mais à moins que tu sois en couple. Puis les départs sont il y a plus d'espace de temps entre chaque départ. Comment tu penses que ça va rouler, ça? Bon, pour les cartes, il y a eu un amendement, c'est-à-dire que si on était capable d'insérer soit un plexiglas ou un polyuréthane là, OK. qui est bien fixé, à ce moment-là, on peut partager la voiturette. Ça, c'est excellent. Euh, pour ce qui est des mesures de distanciation, ben, c'est un terrain de golf, il n'y a pas vraiment de problème, là, parce qu'il n'y a jamais plus que 2 personnes sur une balle. Le défi, par exemple, que je vois, ça va être justement de contrôler les arrivées et les départs. Ça, je sais qu'il y a des règles très strictes, c'est-à-dire qu'on se présente au terrain un maximum une demi-heure avant le temps de départ. On met les souliers à la voiture. On passe un à la fois dans le pro shop, à moins que ce soit très grand, là, mais c'est pour valider l'enregistrement, etc., Mhm. etc. Donc, il va y avoir peut-être là, les premiers jours, il peut y avoir des affluences là, au niveau de la boutique. Moi, j'ai vu qu'à Tursault, en tout cas, il y a des marques là, sur l'allée là, qui mènent au clubhouse, si on peut dire. Puis, il va falloir que les gens respectent le 2 mètres. Alors, c'est ça. Les départs, moi, je sais qu'ils ont mis ça aux 10 minutes. Avant, c'était aux 8 minutes ou quand le terrain se vidait. Là, il va y avoir ça aussi, là, ça va peut-être faire des petites. Pas des anicroches, là, mais il y a des gens qui vont vouloir partir parce que le groupe en avant, exemple, a dépassé le 200 verges. Ben, ça ne marchera pas tout à fait comme ça. Là. Il va falloir Tu que as dit, t'as dit 10 minutes, seulement 10 minutes? Oui, 10 Je pensais que minutes c'était en plus long premier. que ça. Non, non. OK. C'est quand même, c'est une perte de 2 minutes. Là. Je ne sais pas comment ils vont le gérer, mais en tout cas, c'est supposé être ça. Ça ne changera pas beaucoup de choses. Ce qui va changer, peut-être une petite anecdote, là, ben, le 19e trou vient de complètement disparaître parce que une fois que ta ronde est complétée, ben, tu ramasses tes clics et tes claques et puis tu t'en retournes chez vous. Fait que les maris vont se faire dire par leurs femmes, mon Dieu, t'arrives donc bien de bonne heure, il n'y a pas grand monde au golf. Ça va Mais régler. Il y en a qui vont jouer plus vite, disons. justement, on parle quand même de revenus qui sont assez importants là, pour les clubs de golf au 19e. Là. On s'entend que souvent, bon, il y avait 1, 2, 3 bières, un peu de bouffe qui sortait là. Est-ce qu'ils ont évalué un peu les pertes? Combien ça pouvait représenter? Ben moi, je dis que au bas mot, là, c'est presque 50 du chiffre d'affaires. Puis si on inclut aussi les tournois dans ça, puis là, on ne Oui. connaît pas le statut des tournois, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de souper. Fait que ça, c'est une grosse perte de revenus pour pour tous les terrains de golf. Comment ça va se compenser? Euh, Est-ce qu'il va y avoir une affluence plus grande des golfeurs? Je ne pense pas. On sait que c'est quand même un sport qui, la majorité des gens qui le pratiquent ont 50 ans et plus. Alors, la relève dans le moment est incertaine. En bout de ligne, là, ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y a des terrains de golf qui vont devoir fermer. Ouais, Parce on que parle souvent de c'est une perte de revenus importante. Oui, parce que là, on voit que les terrains sont souvent, même on en a qui sont dans des situations même déjà à opération maximum précaire. On voit que le golf a comme un peu descendu en termes de popularité, à ce qu'on me disait même ici à Buckingham. Et puis là, ben, il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas renouveler. Est-ce qu'on m'a dit aussi parce que ils sont au-dessus de 70 ans, donc ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils auraient le droit de faire et pas. Donc, on a encore à peu près la moitié, ce qu'on me disait ici à Buckingham, de gens qui n'ont pas vraiment renouvelé leur membership pour cette année. Donc, est-ce qu'on voit la même chose aussi du côté de Tursault?
Moi, je peux te dire qu'en parlant avec Louis Biron, il semblerait que la majorité des membres de l'an dernier avaient du moins renouvelé ce qu'on appelle, là, nous autres, on le fait en 2 paiements. Là. Il y a une espèce de dépôt qui doit être fait au 1er décembre. La majorité l'ont fait. Est-ce que le deuxième versement a été fait? Bien là, les clubs étaient fermés. On va voir là, ce que ça va entraîner. Maintenant, pour les gens de 70 ans et plus, dans le moment, il n'y a aucune restriction, sauf avis contraire. Là. Moi, je n'ai rien vu là-dessus. Là. Tout le monde peut y aller. Puis, naturellement, en respectant la distance là, de 2 mètres, ben, il n'y a pas de problème. Est-ce que ces gens-là vont avoir une crainte de venir? Je ne pense pas sur un terrain de golf qu'il y a beaucoup de crainte là, au niveau de la distanciation et de se faire contaminer. Il y aurait eu plus de crainte au niveau justement de la restauration et du 19e trou. Mais dans le moment, ça, c'est sorti de l'équation. Alors, je pense que les gens, les adeptes du golf, vont revenir jouer. Est-ce qu'ils vont être membres? Peut-être pas, mais à ce moment-là, ils vont vouloir venir jouer pareil. Donc, tu vas aller chercher des revenus au niveau de joutes régulières. Et des fois, ça, c'est plus payant pour le terrain de golf d'avoir 40 non-membres qui vont jouer que 40 membres qui ont déjà payé. Puis là, tu retires rien là, de cette présence-là sur le terrain. C'est sûr, par exemple, que la restauration, les tournois, ça, c'est problématique. Je ne sais pas, ils vont peut-être trouver des moyens là, où il va y avoir peut-être certains relâchements là, au niveau des restaurants, de la restauration. On verra là, comment ça pourra s'appliquer. J'aurais pensé peut-être même le contraire, moi, parce que je me dis, si c'est le seul sport qui est accessible, ou à peu près, hein, ben, peut-être que ça aurait pu apporter d'autres mondes moins initiés ou moins habituels à dire, ben au moins, je vais aller jouer au golf. Bien, ça, c'est peut-être un fait. Moi, je sais que j'ai côtoyé des gens que je ne qualifie pas de le faire régulier et qui m'ont dit, ben on va aller jouer au golf, je ne travaille pas, puis il n'y a rien d'autre à faire. Donc, ça, il va y avoir un afflux sûrement de golfeurs de ce type-là au début. Maintenant, quand les gens vont recommencer à travailler, bien là, ça va être une autre histoire. Sauf que si ça met l'étincelle ou ça allume la personne, ben il va peut-être dire, ben oui, je vais essayer d'y aller peut-être 1 ou 2 fois par semaine jouer au golf, ben, au lieu de 1 ou 2 fois par mois. Donc, il y a peut-être un aspect intéressant de ce côté-là. Mais je pense que ça va être dans les prochaines semaines qu'on va le voir. Là, c'est sûr que c'est le rush là, dans le moment, tout le monde veut jouer. On verra là, dans une semaine ou 2, surtout s'il y a d'autres entreprises là, qui reprennent de façon plus générale. Là. Je sais que le télétravail est là, mais on ne peut pas tout le temps faire du télétravail. Des fois, on a besoin de physiquement être sur place. Donc, si les gens sont moins à la maison, ben, il y a des chances là, que ça joue moins au golf. On le verra. C'est peut-être quelque chose à faire une ponction à la fin de juin. On va voir comment ça va. Les clubs de golf vont être en mesure de voir la part là, du nombre de foursomes qui s'est joué, parce qu'on sait qu'au mois de juin, habituellement, les terrains sont moins occupés la semaine parce que tout le monde travaille. Ça va être un bon indicateur de voir s'il y a une reprise ou si ça reste stable. Puis les autres sports aussi, on parle beaucoup du golf, mais là, il y a d'autres sports aussi qui ont été autorisés. Mais là, à ce que je parlais, pour exemple donné, le Centre nautique de la Lièvre, ben eux, selon les lois actuelles, ne peuvent pas opérer parce qu'ils passent d'équipement. Là, on parle du baseball aussi, les petites ligues qui sont très, très prolifiques dans la région. Il y a du soccer aussi, qui est quand même le sport le plus joué au Québec. Qu'est-ce qui va advenir de ceux-là? Ben là, on ne sait pas. Le problème, là, c'est tu ne peux pas jouer au hockey, tu ne peux pas jouer au baseball, tu ne peux pas jouer au soccer s'ils maintiennent la distanciation physique. C'est impossible. Peut-être la moindre, c'est le baseball. Mais quand même, quand tu as des coureurs sur les buts, la distanciation souvent n'est plus là, surtout au premier but. Pour le reste du temps, ben là, les joueurs, oui, en défensive, il n'y a pas de problème. Mais ça reste à voir, est-ce qu'ils vont amener ça? Moi, j'ai entendu quelque chose de farfelu, là, puis c'est peut-être rendu à l'extrême, mais au niveau de la balle de baseball, chaque joueur irait au champ, puis il y aurait une balle. Il attrape la balle, il sort sa balle, puis il relancerait vers le but voulu. Si on est rendu à faire ça, là, c'est... Autant pas jouer. Là.
je ne sais pas. Puis, si on parle au soccer, je sais qu'en Allemagne, les professionnels ont recommencé. Il y a eu des parties en fin de semaine, mais il n'y a pas de distanciation là, qui se faisait entre les joueurs. Là. Quand tu marques quelqu'un, tu ne marques pas à 2 mètres, là, parce que le gars, il va se sauver avec le ballon, puis c'est fini. Ça va être la même chose au hockey. Comment est-ce qu'on va réintroduire le hockey? Même s'il n'y a pas de contact, marquer un joueur, tu le suis, tu n'es pas à 2 mètres. Puis là encore, dans ces sports-là aussi, peut-être sauf le soccer, le baseball, mais au hockey, tu fais quoi avec la chambre des joueurs? Ouais, je veux dire, les arénas, souvent, ont 4 chambres. Il y en a peut-être qui en ont plus, mais à ce moment-là, ben, tu envoies un groupe se changer, l'autre attend. Là, après ça, ils vont. Mais à la fin de la partie, là, tes joueurs qui viennent de jouer, tu les mets où? Je veux dire, il y a pas quelque chose là, que c'est à voir. Là. Je ne sais pas comment ça va s'articuler. Mais d'un autre côté, il faut recommencer à vivre aussi. Le petit jeune là, qui a joué au hockey là, depuis 3-4 ans, là, puis qui s'en va au niveau oui, ben lui, il veut jouer là, au mois de septembre, il va recommencer à jouer au hockey. Fait que, de toute façon, avec les consignes qu'on reçoit, on voit que ça évolue rapidement. Ils peuvent nous dire une chose une semaine, puis la semaine d'après, ça a été modifié ou ça a été remplacé. Fait que, le mois de septembre, là, c'est encore une année-lumière là, au niveau des règles de distanciation ou des règles là, qui régissent là, la pandémie. On verra bien dans ce temps-là. Mais honnêtement, je ne sais pas. Puis je regarde le sport professionnel, puis on le voit très bien, eux aussi sont mal pris avec ça. Ils n'ont pas encore de solution là, miracle. Il y a le golf là, qui voudrait repartir. Le sport automobile, il y a eu des courses NASCAR aux États-Unis en fin de semaine. Mais tu sais, ça, c'est des sports techniques. Je veux dire, tu as 14 gars alentour du char, puis le pilote est tout seul. Fait que, à ce niveau-là, ça va bien. Dans les sports d'équipe, là, ça, c'est pas mal plus difficile à réaliser. Tu parlais des jeunes, puis tu en as côtoyé des jeunes, toi, avec le hockey junior. Là, est-ce que tu crains voir, puis j'ai vu des articles là-dessus, là, justement sur le site de RDS, que peut-être qu'on va avoir des jeunes, une genre de génération de jeunes décrocheurs du sport parce qu'ils vont avoir quitté leur sport pendant un bout, puis là, tu sais, de vouloir reprendre, comme ils vont être moins intéressés. Hein. Ah, absolument, c'est fort possible. Puis moi, je vais aller plus loin que ça là-dedans. Oui, le sport. Mais là, s'ils vont de l'avant, parce qu'on a entendu parler que même peut-être le secondaire ne reprendrait pas en septembre, que ça se ferait là, par vidéo, là, vous allez avoir des décrocheurs au niveau là, scolaire. Donc, oui, ça c'est encore plus grave qu'un jeune qui quitte le sport. Là, je veux dire, là, on est en train de perdre une génération. Là. Je pense qu'il faut faire, c'est pas mon domaine, là, mais je pense qu'il va falloir faire très attention aux mesures qu'on implante parce que ça va avoir des répercussions non seulement pour les prochains mois, les prochaines années, mais ça peut aller là, pour une génération complète. Je veux dire, ça, c'est quand même dangereux. Là, si on écoute là, ce que nous disent là, j'oublie le nom, là, des psychologues pour enfants, puis etc. Ouais. Là, tout ce développement-là, si ça ne se fait pas, ben, ça forme ton caractère, puis ton caractère ben, fait en sorte que tu es formé pour affronter le monde du travail. Fait que si toi, tu es resté dans ta coquille toute ta journée, là, tu t'en vas travailler, tu vas trouver, c'est plus la même chose que d'aller me chercher un sandwich quand je veux dans le frigidaire. Que ce sont des problèmes, là, je veux dire. Chapeau à ceux qui se penchent là-dessus et qui arrivent à trouver des solutions parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Ne serait-ce que, puis pour rester dans le sport, faire un parallèle, le décrochage puis le sport, les jeunes qui sont dans les programmes sportifs à l'école, que c'est ça qui les maintient, ben, pas nécessairement qui les tient à l'école, mais du moins qui les motive, entre autres, de se rendre à l'école, que là, il n'y aurait plus ça, tu sais. Effectivement, si on suit juste ici à l'histoire des Tigres, ce que Michel Leroy disait, que ça avait le fait de joindre le programme des Tigres et eux qui suivaient les études, ça motivait les jeunes à rester dans l'équipe. Et pour rester dans l'équipe, ben, l'académique était important. Fait que si on sort ça de l'équation, ben là, tu te retrouves avec véritablement, peut-être pas toute l'équipe, là, mais si tu avais 10 des joueurs comme ça, ben, tu as 10 de décrocheurs là, tout de suite demain matin, c'est fini. On parlait des sports professionnels aussi. Est-ce qu'on sait au hockey, même là, il a parlé en F1 aussi, qu'il pourrait avoir des clubs ou des écuries qui carrément qui ferment, qui n'auront pas les moyens de repartir ça.
Et puis, qu'eux autres, ils se fient à leurs revenus, surtout, des gens qui vont venir assister à ces courses-là ou à ces matchs de hockey ou même aux équipes de baseball. Là, on parle, je pense comme ça aux Marlins de la Floride qui ont déjà de la difficulté puis avaient déjà parlé de se joindre à Montréal pour être capable de subvenir à leurs besoins financiers. Est-ce que ça va être comme ça qu'on va pouvoir entrevoir l'avenir, qu'il y a certains clubs qui vont disparaître? Ben, si on suit au ministre, M. Fitzgibbon, là, à Québec, il a dit il y a des entreprises qui ne passeront pas à travers. Ben, dans le sport, j'imagine qu'il y a des équipes non plus qui ne passeront pas à travers. Tu soulèves le point là, de la course automobile. Si on regarde les revenus qui sont nécessaires pour maintenir une écurie pendant une saison, et puis naturellement, si le produit n'est pas visible à la télévision, ben, tu n'as plus tes commanditaires, là, ils disent pas de commandité, toi, puis il peut avoir de retombées. Donc, c'est un problème. Les Marlins ou les équipes là, qui ont des problèmes d'assistance, ça aussi, c'est un problème. Au hockey, on sait que, oui, il y a des revenus de télévision, mais il y a tout ce qui tourne alentour des concessions puis de l'assistance. Je sais qu'il y a quelques années, on disait que les revenus de télévision servait en grande majorité à payer le salaire des joueurs et des opérations et que les profits venaient justement des concessions, etc., de tout ce qu'il y avait à côté et de la participation aux éliminatoires. S'il y a des équipes là, qui perdent un 20-25% de leurs revenus, ben, ils ne seront pas capables de fonctionner avec ça, c'est sûr. Il va y avoir des changements de ce côté-là. Regardez la Ligue canadienne de football. Mm-hmm. Eux, ils n'ont pas de revenus de télévision trop. Ils comptent sur des spectateurs dans le stade. Si la saison, premièrement, la saison ne débutera pas au 1er juillet, on va être reporté. Donc, il y a une perte de revenus. Et puis, s'ils ne peuvent pas avoir de monde dans les estrades, la Ligue va tomber. Moi, je ne pense pas que dans les circonstances économiques actuellement, que le gouvernement soit enclin de les financer parce que ce sont des professionnels. Je pense qu'ils ont beaucoup d'autres gens à financer avant de commencer à subventionner des équipes professionnelles. Il faudra voir peut-être un prêt sauvetage, mais moi, je ne pense pas. Ça pourrait être la fin de la Ligue canadienne. Je pense juste aux Alouettes de Montréal qui ont été rachetés par la Ligue parce que justement, il n'y avait pas assez de revenus. Ça a tombé vraiment le football à Montréal. Donc, ça, on pourrait penser qu'ils pourraient être les premiers à écoper de cette pandémie-là. Ça pourrait. Il va rester à voir le hockey junior, là, c'est la même chose aussi. Là. Ouais. Si on regarde le budget nécessaire pour opérer un club, les transports, on sait que la Ligue junior majeure du Québec vont jouer dans les maritimes. Bécomo, là, quand ça vient jouer en Outaouais, c'est la même chose. Alors, est-ce qu'ils vont reviser, puis ça va être des rencontres qui vont être plus selon la distance géographique entre les équipes pour essayer de couper dans les revenus. Mais c'est sûr que, exemple, là, Alexis Lafrenière, lorsque l'équipe visitait, ben, l'équipe locale, elle s'attendait à avoir un surplus de spectateurs parce qu'elle allait le voir jouer lui. Comment ça va se vivre si tu as une étoile montante qui joue, je ne sais pas moi, à Caddy Batters, il vient une fois à Hull ou il ne vient pas de l'année parce qu'il est trop loin, mais là, les propriétaires, est-ce que ça va être un partage de revenus? Mais il va falloir, comme a dit le ministre, il faut se réinventer. Ben, je pense que tout le monde, toutes les ligues vont devoir aussi se réinventer pour essayer de faire face à ces problèmes-là au niveau du financement. Puis s'il n'y a pas de spectateurs dans les arénas, pour exemple, la première moitié de la saison, bien, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des revenus? Je suis sûr qu'ils planchent là-dessus, mais la bonne réponse n'est pas là encore dans le moment. Une des solutions là, que j'avais entendues qui pourrait un peu ramener tranquillement au moins le sport d'équipe, là, ça serait d'avoir des genres, puis je suis curieux d'entendre qu'est-ce que tu en penses, d'avoir des genres de compétition d'habileté, un peu comme on voit, mettons, au basket, ils en font, on pourrait en faire au hockey, exemple, on pourrait en faire au soccer, puis travailler sur le développement individuel, compétition individuelle de parcours, des choses comme ça, en attendant de se rendre à des matchs à proprement dit.
Ouais, ça pourrait être une solution, effectivement. Ça pourrait être des équipes. Peut-être qu'au lieu d'avoir seulement 15 ou 20 joueurs, ben, tu pourrais avoir, je ne sais pas, moi, peut-être 8 joueurs puis qui s'affrontent dans, justement, comme tu viens de le dire, là, des compétitions individuelles. Puis là, à ce moment-là, ben, tu fais comme une ligue, puis telle équipe dans cette fin de semaine-là a ramassé tant de points, donc ils sont premiers. Ça, je pense que ça pourrait créer un intérêt, modifiant, naturellement, en ajoutant des choses. Ça pourrait être intéressant. C'est peut-être une façon de générer des revenus. Ça pourrait être sur la télévision payante, je ne sais pas, où tu trouves des bons commanditaires, ils vont embarquer là-dedans. Tu regardes ce que Red Bull a fait avec son Crash Ice. Là, les villes qui veulent tenir l'événement, là, au début, il n'y en avait pas tellement. Puis là c'est difficile. Si on ne remplit pas toutes les conditions, ben, on parle de l'événement puis il donne à une autre ville. Ça peut être quelque chose. Sauf que créer l'engouement pour ça, ça ne se fera pas là, du jour au lendemain. Ouais. Je veux dire, il va y avoir une éducation, puis il va falloir que ça soit bien présenté, il faut que ça soit bien amené. Écoute, ils ont déjà passé du mini-pot à la télévision, puis moi, je te dis qu'il y a beaucoup de monde qui regarde ça, donc rien n'est impossible. Tout est possible, ouais. Il s'agit de la vendre de la bonne façon, puis d'avoir des gens dynamiques, puis que le monde embarque graduellement, puis c'est comme ça que tu vas arriver à quelque chose. Bien, super, François. Écoute, c'était le fun de jaser, puis je suis content d'avoir eu ton opinion, puis ton information sur tout ce qui se passe au niveau du golf aussi. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis on va avoir la chance de reparler bientôt, je suis sûr. Ouais, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Un gros merci à François encore une fois. Je suis content de voir que les adeptes de golf vont pouvoir en profiter. J'ai hâte de voir, on parlait des business qui allaient fermer. J'ai hâte de voir que ça va donner au niveau des gyms, tout ça, qui vont probablement être les derniers à réouvrir. Ça va être assez particulier. Sylvain, pour l'actualité de vendredi qui s'en vient, on va regarder quel dossier? Eh bien, François Legault s'est un peu commis. Donc, on a vu hier M. Arruda aussi un peu se commettre là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on allait avoir comme possibilité pour soit des rassemblements, on parlait de peut-être d'aller vers les bulles familiales ou des listes de gens, on pourrait s'inscrire. C'est un peu flou, mais on espère, à ce que François Legault a dit, l'annoncer cette semaine aussi pour les soins personnels. Et on parlait coiffure, physiothérapeute, massothérapeute. On veut savoir quand est-ce qu'on va rouvrir et puis peut-être qu'on va le savoir d'ici à vendredi. On espère du côté du gouvernement pouvoir l'annoncer. D'autres sujets aussi? Eh bien, on est sûr qu'on vérifie tout le temps le bilan qui tend à se maintenir stable aussi ici en Outaouais. On suit ça de près. Mais super, je te remercie, Sylvain. Bon travail encore une fois, puis on se reparle vendredi prochain. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube. On est aussi sur Spotify, SoundCloud, iTunes et encore, on peut avoir toutes nos émissions, toute notre programmation au www.tvc.qc.ca. Bonne journée.